Au début de cette série, on a expliqué que la relativité, c'est comprendre ce à quoi les choses ressemblent depuis différentes perspectives. Et en particulier, c'est comprendre ce qui a l'air différent ou pas lorsqu'on change de perspective. Et à présent, vous pourriez légitimement avoir le sentiment qu'on a jeté aux oubliettes tout un tas des concepts fondamentaux de la réalité physique de notre monde. Nos perceptions des longueurs et des distances spatiales, les intervalles de temps, la notion d'événements simultanés, etc. Tout cela n'est pas absolu. Cela change lorsqu'on les observe depuis d'autres perspectives en mouvement. Ce ne sont donc pas des vérités universelles. Et si on ne peut même pas s'accorder sur la longueur de quelque chose, quel terrain d'entente existe-t-il encore ? Toujours est-il qu'on pourrait penser que, jusqu'alors, cette histoire de relativité nous a laissé mariner dans l'attente de quelque chose d'autre. Je veux dire, tout ce qu'on a vraiment est le fait que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante depuis toutes les perspectives. Et bien que ça soit une vérité universelle, les longueurs et les durées paraissaient bien plus pratiques pour décrire des objets et des événements. Heureusement, il y a une version des intervalles de temps et de distance qui est la même depuis toute perspective en mouvement, et ce, de la même façon que la vitesse de la lumière. Vous savez que si vous prenez un bâton qui fait 10 mètres de long et que vous le faites légèrement tourner avant de mesurer sa longueur, il ne fera plus 10 mètres dans la direction X, il sera plus court. Vous allez me dire qu'avec un peu de maths, le bâton n'est pas réellement plus court et que vous pouvez calculer sa véritable longueur à l'aide du théorème de Pythagore, qui dit que cela sera la racine carrée de la longueur horizontale au carré plus la longueur verticale au carré. Et oui, c'est vraiment le cas. Vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore pour mesurer la longueur du bâton, peu importe la façon dont il est incliné. Mais en fait, vous n'avez pas du tout besoin du théorème de Pythagore. Si vous ramenez le bâton de telle sorte qu'il est totalement à 100% aligné sur la direction X, alors vous allez simplement prendre la mesure des 10 mètres de long et c'est tout. Pas besoin du théorème de Pythagore. En un sens, c'est ce qui justifie d'utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'objets qui sont tournés. Bien sûr, il est important que le théorème de Pythagore nous donne toujours la même réponse, quelle que soit la rotation. Mais le point critique est qu'il doit être en accord avec la mesure de la véritable longueur de l'objet lorsqu'il n'est pas tourné. Et il se trouve qu'il y a une version du théorème de Pythagore pour les longueurs et les durées dans l'espace-temps, qui nous permet de mesurer les véritables longueurs et durées des choses. Les longueurs et durées qu'elles ont lorsqu'elles ne sont pas tournées. Sauf que, comme vous le savez par les transformations de Lorentz, les rotations de l'espace-temps correspondent à des changements de perspective en mouvement. Donc la vraie longueur et la vraie durée dans l'espace-temps sont celles mesurées dans la perspective où l'objet n'est pas en mouvement. C'est-à-dire que la vraie longueur et le vrai temps sont ceux qui sont mesurés dans la perspective de l'objet en question. Par exemple, supposons que je ne suis pas en mouvement et que j'ai une ampoule avec moi que j'éteins après 4 secondes. Comme on le sait désormais, toute perspective en mouvement par rapport à moi dira que j'ai laissé mon ampoule allumée pendant plus de 4 secondes. Par exemple, vous qui bougez à 1/3 de la vitesse de la lumière vers ma gauche, direz que je l'ai laissé allumer pendant 4,24 secondes. C'est la dilatation du temps. Cependant, c'est là qu'entre en jeu le théorème de Pythagore dans l'espace-temps. C'est comme le théorème de Pythagore normal, mais au lieu de prendre la racine carrée de la somme des carrés des intervalles de temps et d'espace, on prend la racine carrée de leur différence. Et maintenant, il nous faut un petit aparté sur la façon dont on va additionner et soustraire des intervalles de temps et d'espace entre eux. Je veux dire, l'un est en mètres et l'autre en secondes, donc à première vue, il est impossible de les comparer. Mais dans notre vie quotidienne, on compare directement des distances et des durées tout le temps. On dit que l'épicerie est à 5 minutes d'ici, alors que ce qu'on veut vraiment dire est qu'elle est à 1 km d'ici, et qu'il faut 5 minutes pour parcourir 1 km à vélo. Donc on utilise cette vitesse pour convertir la distance en temps. Sauf qu'en relativité restreinte, on ne convertit pas à l'aide d'une vitesse en vélo, mais avec celle de la lumière. C'est-à-dire combien de temps il faudrait à la lumière pour parcourir une distance donnée. Par exemple, la lumière parcourt à peu près 300 millions de mètres en 1 seconde, donc 1 seconde lumière est une façon de mesurer 1 seconde de temps avec 1 mètre. Et 1 seconde lumière est une distance bien plus longue qu'1 mètre. Retour à notre exemple donc, où depuis ma perspective, j'avais mon ampoule allumée pendant 4 secondes. Depuis votre perspective, elle était allumée pendant 4,24 secondes avant que je l'éteigne. Durée pendant laquelle j'ai voyagé d'1,4 secondes-lumière vers votre droite. Et la version espace-temps du théorème de Pythagore vous dit simplement de prendre le carré de la durée, soustraire le carré de la distance, mesuré en secondes-lumière, et prendre la racine carrée de l'ensemble. Ce qui nous donne 4 secondes, la quantité de temps où mon ampoule était allumée dans ma perspective. Nous avons donc utilisé les observations depuis votre perspective pour calculer avec succès la vraie durée d'allumage de mon ampoule. La durée que moi, qui ne bougeais pas, j'ai vécue. Et cela marche quel que soit le cadre de référence en mouvement.
Ici, depuis une perspective dans laquelle je bouge à 60% de la vitesse de la lumière vers la droite. J'ai laissé mon ampoule allumée pendant 5 secondes, durée pendant laquelle je me suis déplacé de 3 lumières secondes vers la droite. On prend le carré du temps, on retire le carré de la distance, on prend la racine carrée, et une fois encore, on tombe sur 4 secondes, la vraie durée pour laquelle mon ampoule était allumée. Tout cela fonctionne aussi pour les longueurs. Voici 2 boîtes qui prennent feu spontanément à 1200 millions de mètres l'une de l'autre. Enfin, c'est 1200 millions de mètres dans ma perspective, dans laquelle les boîtes ne bougent pas. Depuis votre perspective, dans laquelle les boîtes et moi bougeons à 1/3 de la vitesse de la lumière, la distance entre les boîtes en feu est à présent 1273 millions de mètres, et le temps entre les instants où elles prennent feu spontanément n'est plus 0. Maintenant, c'est 1,41 secondes, ce qu'on convertit en utilisant la vitesse de la lumière en 425 millions de mètres. Et c'est reparti pour le théorème de Pythagore dans l'espace-temps. On prend le carré de la distance, on retire le carré du temps, mesuré en mètres, et on prend la racine carrée de l'ensemble pour obtenir, vous l'aurez deviné, 1200 millions de mètres. Plus spécifiquement, tout ce qu'on a fait est de transformer les observations de votre perspective avec les transformations de Lorentz pour calculer la vraie distance entre les boîtes dans leur perspective, qui est aussi la mienne. Et cela fonctionnerait aussi dans n'importe quelle autre perspective en mouvement. La conclusion est donc qu'en relativité restreinte, alors que les distances et les intervalles de temps changent en fonction des perspectives, il existe toujours un sens absolu des vraies longueurs et de la vraie durée des choses qui reste la même pour toutes les perspectives. N'importe qui peut mesurer les distances et les durées dans sa propre perspective et utiliser le théorème de Pythagore d'espace-temps pour calculer la distance et le temps véritablement vécu par la chose dont on parle. Ces vraies distances et durées sont appelées longueurs propres et temps propres. Et le théorème de Pythagore dans l'espace-temps, parce qu'il combine des intervalles d'espace et de temps ensemble, a le nom incroyablement insipide de intervalle d'espace-temps. Mais ne vous laissez pas abattre par cela. Les intervalles d'espace-temps nous permettent d'être égocentriques et paresseux. Pourquoi ? Parce que les intervalles d'espace-temps donnent la possibilité à des personnes en déplacement rapide de comprendre comment est la vie depuis ma propre perspective immobile.